Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur Ping, qui est un podcast sur le leadership et plus spécifiquement sur le care dans le leadership. J'ai envie de penser que c'est le futur du leadership d'une certaine manière. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Antoine Denoy, qui est le CEO de AXA Climate. C'est ça, parfait. Je ne me trompe pas. Merci de me recevoir. Eh ben, je suis ravi. Et moi, quand je pense à AXA, c'est vrai que j'ai tendance à penser à cette phrase d'Henri de Castries, qui était le CEO d'AXA, qui a dit, c'était à la COP en 2015. 15, ça, ouais. On ne peut pas assurer un monde à plus de 4 degrés. Est-ce que c'est ça qui fait que AXA Climate existe ? Comment cette phrase elle a évolué au sein du groupe AXA ? Alors, cette phrase qui t'interpelle m'a beaucoup interpellé. En effet, est la source de la création d'AXA Climate, il y a 4 ans. Cette question assez simple pour un assureur. Malheureusement, avec le dérèglement climatique, les risques s'accroissent. Qu'est-ce que c'est qu'être assureur en 2020, en 2025, en 2030 ? C'est une question fondamentale. Et la crise climatique entraîne évidemment une crise existentielle pour l'assureur. Et donc une nécessité de renouveler son offre, ses produits, la façon dont il sert les clients. Et ça, c'était à l'origine d'AXA Climate, il y a en effet 4 ans, quand on a lancé l'aventure avec quelques-uns. Et est-ce qu'on peut dire que les assureurs, de manière générale, vont être finalement des clés de voûte pour la transformation de l'intégralité de la société ? Parce qu'effectivement, elles ne peuvent pas assurer un monde qui se réchauffe, et en même temps, elles financent quelque part, en partie, en tout cas, les grandes industries. Est-ce qu'elles peuvent être des clés de voûte de transformation, tu penses ? Alors bien sûr, et c'est pour ça d'ailleurs qu'AXA Climate, qui est une magnifique aventure entrepreneuriale, elle se fait chez AXA. Parce qu'il y a cet effet de cliquet possible avec un grand acteur, et les assureurs sont systémiques. Tu l'as dit, donc ça veut dire quoi systémique ? Ça veut dire qu'on est derrière les individus, les entreprises, les collectivités locales. Alors les assureurs, historiquement, sont souvent derrière l'économie, en soutien. La vraie question pour AXA et pour l'assurance et les assureurs, c'est à quel point, par rapport à l'enjeu de transformation, de transition, l'assureur va assumer d'envoyer un signal pour supporter directement cette transition, donc avoir un temps d'avance finalement par rapport à l'économie et aux entreprises. Et donc c'est ce qu'on a essayé de construire avec AXA Climate d'une certaine façon, c'est le proof of concept d'un assureur qui cherche à avoir le temps d'avance pour ne pas simplement suivre, mais d'une certaine façon participer à guider un peu les entreprises sur ce sujet de la transition. Et alors, c'est quoi AXA Climate ? Parce qu'en fait, on en parle depuis tout à l'heure. Ça fait 2 minutes qu'on a commencé, mais on en parle, mais c'est quoi précisément ? Alors, AXA Climate, c'est un étrange animal, figure-toi. On l'a lancé il y a 4 ans, donc c'est une entreprise qui est 100% AXA, mais qui est 100% autonome. D'accord. Et nous, on a une mission et une seule, qui est l'adaptation climatique et environnementale. Okay. On s'est lancé il y a 4 ans en se posant la question de savoir ce qu'on pouvait faire en tant qu'assureur pour aider les entreprises sur ces sujets d'adaptation. Et donc AXA Climate maintenant, c'est 200 personnes, donc on a bien grandi, un peu partout dans le monde, mais une grande partie des équipes sont à Paris, avec un bon tiers de scientifiques, climatiques et agronomiques. Et on a 4 grands métiers, j'espère que j'aurai l'occasion de t'en parler, parce qu'il y a des métiers vraiment passionnants, les 4 le sont. L'assurance, notamment l'assurance satellitaire, on paye depuis le ciel, à partir de ce qu'on observe en satellite. La formation, c'est étonnant, mais on est le leader européen de la formation sur le développement durable. AXA Climate, on est le devenu. Le conseil et le financement. Donc voilà, toute une gamme de produits au service de notre mission d'adaptation. Et l'idée, c'est d'aider les entreprises à devenir régénératives, c'est ça ? Alors, régénératif, c'est l'étape d'après. Tu m'emmènes déjà dans l'étape 2 d'AXA Climate. On va dire que nous, on a démarré de zéro il y a 4 ans. Donc, il faut un peu d'indulgence. On a monté 4 business. Et ces 4 activités, elles visaient quand même, au début, à traiter le sujet du risque. C'est-à-dire qu'une entreprise qui doit s'adapter, elle doit d'abord comprendre le risque que représente le dérèglement climatique et la crise environnementale. Et donc, on va dire que le premier temps du voyage AXA Climate, depuis 4 ans, c'est d'amener une entreprise au bon niveau, à la bonne conscience du risque. C'est ce qui fait, par exemple, qu'on s'est rendu compte très vite que la priorité pour une entreprise, c'était pas d'acheter de l'assurance, quand il y a des événements malheureux de climat qui arrivent, même si c'est nécessaire, c'était le savoir. On s'est rendu compte en 2020 qu'il y avait une connaissance quasi zéro, quel que soit le secteur d'activité, quel que soit le niveau dans l'entreprise des collaborateurs, sur les sujets extra-financiers. Pourquoi la biodiversité, c'est pas que les petits oiseaux ? Pourquoi l'eau monte ? Pourquoi elle monte plus en Asie du Sud-Est qu'elle ne monte sur la côte américaine ? Donc toute la compréhension physique du monde, de ce qui est en train de se jouer, elle est finalement assez absente des entreprises. Et donc on s'est dit, AXA Climate, mais en fait, il n'y a pas de boîte qui s'adapte
sans développer cette connaissance extra-financière. Et donc typiquement, et j'y reviendrai parce qu'on va parler de leadership, mais la culture d'AXA Climate étant une culture fondamentalement libérée, organique, on a laissé émerger cette intuition d'une nouvelle activité qui est une activité de formation. Et évidemment que AXA, leader de la formation, c'est pas évident. Oui, a priori, c'est pas... On n'y pense pas forcément. Et pourtant, maintenant, il y a 4 millions de collaborateurs partout en Europe qui ont accès à nos contenus. Et on est devenu une vraie boîte de production de contenus digitaux autour des enjeux de formation, de développement durable. Et on nourrit en marque blanche les grands programmes de formation et développement durable des grandes organisations, quel que soit le secteur d'activité. On a nourri plus de 150 grandes entreprises en Europe pour aller toucher chaque collaborateur, leur parler évidemment du monde qui change, pour les sensibiliser à la réalité physique de la biodiversité, du climat, des ressources naturelles, mais aussi, on le fait de plus en plus, à l'évolution des jobs. Et donc, on a lancé une legal school sur les métiers légaux, une finance school sur les métiers financiers. Tous les métiers, et ça, c'est une vraie différence avec le digital, la transition écologique va bouleverser encore plus et de manière encore plus transverse que ne l'a fait le digital ces dernières années, l'ensemble des métiers. L'ensemble des métiers vont devoir développer des compétences différentes. Et donc, il y a une magnifique opportunité pour nous, mais pour beaucoup d'autres acteurs sur le marché, d'apporter cette connaissance et d'aider le mouvement, en fait, d'une certaine façon. Nous, la façon qu'on a eu de le faire, c'est en formant. C'est marrant ce que tu dis, parce que j'ai écrit une tribune, bon, c'est pas pour faire de l'auto-promo, mais tu le fais quand même un peu. mais je le fais un petit peu quand même. Non, mais sur le fait que la transition écologique n'était pas un métier, et j'ai comparé justement la transition digitale, transformation digitale, en disant que l'approche des entreprises à la transformation, les enjeux sont différents, etc., évidemment, mais c'était la même, c'est-à-dire au début, on le met un petit peu de côté, ça peut éventuellement servir à quelque chose, après c'est un placard, ou le placard c'est avant, je sais pas exactement, voilà. Après on essaie de voir comment ça peut rentrer dans les cases, et finalement ça rentre pas dans les cases. Après on crée un job de RSE, mais qui en fait, voilà, on essaye de le mettre à côté. Et puis au fur et à mesure on se rend compte qu'en fait la RSE, enfin toutes les problématiques autour du vivant, d'ailleurs c'est pas qu'une question de climat, sont centrales et impactent l'intégralité des métiers. Donc c'est un peu ce que tu dis. Il y a beaucoup de points communs entre le digital et ce qu'on appelle la RSE, le développement durable, tu l'as dit. Il y a beaucoup de différences. Pour moi, il y a une différence fondamentale, c'est que les entreprises devaient se digitaliser par peur des nouveaux entrants, qui étaient d'autres entreprises, souvent californiennes, quelquefois chinoises. Là, ce qui est en train de rentrer dans la tête des entreprises, c'est que le problème, il n'est pas avec d'autres acteurs économiques, il est avec la planète et avec ses limites planétaires qu'on a dépassées. Et donc, il y a un côté beaucoup plus fort à la transition écologique, beaucoup plus existentielle, parce qu'on est en train juste de se taper aux limites physiques d'un monde fini, c'est les limites planétaires. Et donc, je reviens à ta question sur le régénératif. L'étape 2 du voyage AXA Climate, c'est de servir à l'évolution du business model. Parce qu'en fait, la plupart des entreprises encore sont à un niveau de conscience sur le sujet qui est de dire « je dois décarboner, je dois faire davantage de choses positives via ma responsabilité sociétale ». La vraie question pour une entreprise demain, c'est pas uniquement de décarboner comme elle a réduit les coûts dans les années 80-90, ça elle sait faire, c'est juste de renouveler fondamentalement son business model. Pourquoi ? Parce que si on continue à avoir des entreprises qui fonctionnent au module selon une logique volumique, c'est-à-dire faire toujours plus, vendre toujours plus de lave-linge quand on fabrique des lave-linges, eh bien en fait on va juste faire de beaux efforts de RSE, mais in fine la consommation de matière et d'énergie va continuer à s'accélérer et les limites planétaires à être dépassées. Donc en fait ce qui attend fondamentalement toutes les entreprises, pas uniquement les grandes, les petites aussi, c'est une transformation de modèle d'affaires, de modèle économique. Et là, on va rentrer dans le dur. Mais est-ce que ça, je pose une question, j'ai une forme de réponse pour moi, mais j'aimerais bien t'entendre, c'est pas défendre une forme de décroissance ? Alors, j'approche de plus en plus ce sujet. J'ai été au début... j'en étais assez distant, on va dire, intellectuellement. Je l'approche de plus en plus parce que quand on réfléchit au modèle régénératif, le modèle régénératif, il dit fondamentalement quoi d'une entreprise ? Il dit qu'elle doit en effet réduire drastiquement sa consommation de matière et d'énergie, donc quitter cette logique volumique de croissance pour la croissance et se mettre au service du vivant et des écosystèmes vivants. C'est assez simple finalement à comprendre. Et ça enclenche en effet, de fait, une logique de décroissance de matière et d'énergie sur la plupart des secteurs. Et donc oui, à ta question dont tu avais de fait déjà la réponse, on va commencer dans cette transformation des modèles économiques à penser la décroissance, à l'accepter et petit à petit à l'intégrer dans nos modèles économiques, quel que soit le secteur. Et ça, dans ton expérience, moi c'est marrant quand j'ai vu que le bouquin de Jean Covici, c'était le bouquin le plus vendu en France en 2022, je me suis dit, donc c'est 500 000 exemplaires, je me suis dit, en fait le combat de l'écologie, en gros, il est gagné. C'est-à-dire l'écologie au sens étymologique, c'est-à-dire le discours sur la nature.
je me suis dit, en fait, le combat de l'écologie, il est gagné, mais c'est-à-dire que les gens ont compris, à peu près, je pense. Maintenant, j'aimerais bien avoir ton retour aussi sur la compréhension de la problématique, mais ils n'ont pas tout compris. On a beaucoup réduit, moi je trouve, et je suis content que tu le soulignes d'ailleurs, on a beaucoup réduit la problématique du vivant à la réduction de CO2. Ça me fait très peur, d'ailleurs, mais parce que je pense que c'est un raccourci qui est dangereux. Mais par contre, la problématique, c'est comment on passe à l'acte, en fait. Et ce que j'aimerais bien comprendre dans tes expériences, c'est... où est-ce qu'en sont les entreprises et comment est-ce qu'elles sont prêtes à passer à l'acte? J'imagine qu'il y a différents niveaux de maturité, évidemment, mais comment tu les sens et comment tu les invites à passer à l'acte? Alors moi, je suis sur la piste de départ de cette étape 2 d'Axa Climate, donc complexe, loin de moi l'idée de te dire ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché sur ce régénératif, parce qu'on se lance tous. Je sens que les entreprises sont toujours au premier niveau de maturité, compréhension intellectuelle, compréhension du problème. Après, fondamentalement, l'effet de cliquet, ce que j'appelle l'épiphanie nécessaire, pour les individus comme les entreprises, c'est de changer de regard sur l'entreprise et sur le vivant. Tu disais que le combat du vivant était gagné. J'en suis pas sûr. L'écologie. Je pense que les gens ont compris qu'il y avait un problème sur le carbone, mais est-ce que les gens ont fondamentalement compris et changé le regard sur l'entreprise? Pas sûr. Ah non, ça beaucoup de gens continuent à penser dans l'entreprise, la voir comme un silo, une entreprise un peu hors sol, coupée de son écosystème, en capacité de grandir indépendamment de l'écosystème et des écosystèmes vivants aux alentours. Et donc une grande partie de mon combat et notre combat chez Axa Climate dans les prochains mois, ça va être de changer ce regard. Et on va le faire via un petit programme de 8 semaines en digital, par cohorte, qui s'appelle Butterfly, le papillon, avec beaucoup de symbolique, pour amener, avec des exemples très concrets, comment on regarde une maison, comment on regarde une cuillère, comment on regarde un collaborateur, comment on regarde une forêt, à comprendre en fait la pensée systémique. C'est-à-dire de passer d'une pensée, d'un regard qui est réductionniste, où on prend une maison uniquement pour habiter, à une pensée systémique qui comprend, qui applique simplement certains principes du vivant, qui est la maison, elle est connectée à son écosystème, il y a des routes qui y mènent, il y a des réciprocités avec ce qui l'entoure. Et fondamentalement, la pensée systémique, c'est notre conviction. À partir du moment où on arrivera les uns les autres à l'intégrer, ça va être vraiment notre planche de salut pour penser ces nouveaux modèles. Mais est-ce que cette pensée systémique, elle ne s'oppose pas avec la pensée des Lumières avec laquelle on a grandi, c'est-à-dire de celle du projet, où en fait, et de l'analyse, où on découpe tout en morceaux pour pouvoir tout expliquer, donc du coup, on prend les problèmes les uns après les autres pour les résoudre. Et là, ce que tu dis... Attention, je vais te faire le coup du en même temps, de manière cachée. Et ça m'a beaucoup libéré parce que, tu sais, au début, c'est compliqué à vivre les conflits. Quand tu découvres des choses différentes, tu les mets souvent en opposition avec ce que tu as connu. En fait, la beauté de la façon dont on a envie d'enseigner et de former les entreprises, c'est de penser le en même temps dans le sens où on peut avoir différentes intentions et différentes paires de lunettes. Cette pensée réductionniste, qui est en effet une pensée cartésienne, est renforcée par les Lumières, et en effet une pensée qui nous a permis de faire des progrès fondamentaux en médecine, dans le confort, dans tout ce qu'on connaît dans nos pays, on va dire, développés et confortables. Il ne s'agit pas de renoncer à ça, mais il s'agit d'être conscient de ça. Et cette pensée réductionniste, elle a eu énormément de travers. Et quand on doit penser la transition écologique, quand on doit comprendre ce que c'est qu'une bonne intégration aux écosystèmes naturels, humains, non humains, eh bien en fait, il faut juste changer l'intention, changer la paire de lunettes et adopter ce systémique. Si on arrive petit à petit à jouer de ces deux paires de lunettes, je suis sûr qu'on sera beaucoup plus fort dans nos transformations. Est-ce que tu penses que les entreprises ont le choix, finalement, de devenir régénératifs ou pas ? Alors, fondamentalement non. C'est le pari. Je pense qu'on est encore très très tôt dans le voyage. Vous imaginez bien que ce type de transformation, il va prendre des années. Moi, ce qui me rend confiant, c'est cette lumière, en fait, cette idée de trouver, en effet, dans l'obscurité qui est la nôtre, je trouve, sur ces sujets où on se fait peur, on comprend qu'il y a des crises, c'est de trouver vraiment la lumière au bout du tunnel. C'est compliqué de dire à une entreprise qu'elle est en risque, que les dangers sont autour. C'est compliqué quand on n'a pas quelque chose de positif à proposer. Je trouve que Axa Climate, on ne connaissait pas grand-chose au climat quand on s'est lancé il y a 4 ans, on y reviendra probablement. On a eu un éveil de conscience très rapide et en 4 ans, on a compris qu'il y avait quelque chose de positif, un point d'atterrissage positif pour un modèle économique. Est-ce qu'il nécessitera des sacrifices? Oui. Est-ce qu'il nécessitera des transformations dures? Évidemment. Mais je trouve que ça donne beaucoup de confiance et d'optimisme que de penser qu'on a au moins quelque chose pour lequel se battre. Voilà. Après, est-ce que c'est idéaliste? Est-ce que ça marchera? L'avenir nous le dira. En fait, moi, j'ai l'impression que ça peut pas... Enfin, j'ai pas l'impression que ça puisse être autrement. Et du coup, la question que je voulais te poser derrière, c'est... Est-ce que pour toi, de la même manière que c'était le cas pour le digital, le fait d'y aller le plus tôt,
fait qu'on sera en avance sur les autres. Parce qu'en fait, ce qu'on entend beaucoup comme discours, que ce soit au niveau des États ou au niveau des entreprises, c'est de dire, ok, moi je veux bien le faire, mais enfin, si moi je fais ça et que les autres continuent à faire du business as usual, je vais complètement perdre mes parts de marché et à la fin, mon business, il va s'effondrer, en fait. Alors qu'il y a un discours qui est que, oui, la réalité, c'est qu'en fait, ça bouge quand même assez vite maintenant. Et que ceux qui ne passent pas le cap maintenant, en fait, ils vont avoir du mal dans 5-10 ans. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, et comment tu le vois. Alors moi, ce que je pense, c'est quand on regarde l'histoire, la longue histoire, quand il y a des grandes crises, ceux qui partent en premier, ce seront les plus gros, les plus imposants, ce qu'on appelle les prédateurs de l'époque. Et donc j'essaie d'inverser la rhétorique, en tout cas dans l'accompagnement des entreprises, en leur disant, écoutez, ce qu'on décrit est inéluctable, les limites planétaires, elles sont là, le monde est fini. Donc où vous suivez le train et vous avez plus de risques pour le coup de frappe mortelle, ou vous engagez une transformation pour être les premiers à saisir les opportunités. C'est toujours la même histoire qui se rejoue à chaque fois dans ces grands cycles de formation. Il y a des entreprises qui prennent ce discours, il y en a d'autres qui ne le prennent pas. Tu sais, d'une certaine façon, il faut s'assurer de parler aux gens qui ont envie de bouger. Et si déjà, nous, on arrive à aider les entreprises qui ont compris qu'il fallait plutôt être du côté de l'opportunité et prendre de l'avance, on aura déjà, entre guillemets, bien œuvré. Enfin, c'est comme ça que je le conçois chez AXA Climate. Et quelque part, je vais être un petit peu provocateur peut-être, mais j'ai l'impression que ce que tu fais chez AXA Climate, c'est précisément ça. C'est-à-dire qu'en fait, AXA Climate, ça pourrait être quasiment le renouveau d'AXA, c'est-à-dire où finalement le business model change, on n'est pas que dans l'assurance, mais en fait on fait d'autres métiers, un petit peu comme IBM à une autre époque, ou d'autres entreprises qui ont bougé le business model. Est-ce que AXA Climate, c'est le futur de AXA, selon toi ? Alors, en tout cas, le futur, ce serait présomptueux. Par contre, fondamentalement, moi, je le vois vraiment comme une petite lumière. On verra ce qu'elle deviendra. C'est-à-dire, oui, en effet, éviter que cette masse assurable se réduise petit à petit, qu'on se contracte, nous, en tant qu'assureurs, retrouver le gain, l'esprit de conquête, l'esprit d'opportunité, et le faire via des nouveaux métiers. C'est in fine ce qu'on fait chez AXA Climate. D'autres le font chez AXA. Il y a plein de gens formidables qui œuvrent aussi. Mais nous, en tout cas, moi, j'ai l'espoir, en tout cas, de donner de l'espoir, on va dire, sur ce sujet. Ça fait partie de ce pourquoi on combat aussi chez AXA. Et tu m'as donné une belle définition de régénératif quand on était off. Ouais. Tu pourrais me la redire ? En fait, il y a beaucoup de définitions du régénératif. Ouais. Alors, quand je m'adresse à des comptables qui aiment calculer, je dis une entreprise régénérative, c'est une entreprise qui génère du positif, qui ne se contente pas de réduire le négatif, et c'est déjà très bien. Parce que je le répète, pourquoi on a besoin du régénératif, c'est que si on se contente tous de réduire ce qu'on fait de négatif, quand on somme des chiffres négatifs, on reste à du négatif, donc on n'a pas du tout résolu le problème. Donc pour les comptables, les analytiques, une entreprise régénérative, c'est une entreprise qui crée du positif. Pour les défenseurs de la nature, une entreprise régénérative, c'est une entreprise qui va créer plus de nature, plus de végétal, et qui va se mettre explicitement au service des écosystèmes. Et pour les plus philosophes, une entreprise régénérative, c'est une entreprise qui a une action indirecte sur son environnement et qui part du principe qu'elle va grandir, elle, entreprise, si de manière indirecte, elle réunit les conditions pour que chacune de ses parties prenantes exprime son potentiel. Et ça, ce qui est chouette avec cette définition, on va dire, un peu philosophique, c'est qu'on peut se l'appliquer à nous-mêmes, en tant que leader, en tant qu'individu. C'est de dire qu'à partir du moment où on travaille dans la même entreprise, ce qui n'est pas le cas Grégory, mais je vais grandir à partir du moment où toi tu grandis. Et te faire grandir, c'est pas te dire, chez AXA Climate, je vais donner des M&M's, je vais te nommer un Chief Happiness Officer et tu auras des ateliers de méditation gratuites. C'est t'aider à faire ce travail de comprendre ce qui est important pour toi et de réunir les conditions pour que toi, tu exprimes ton potentiel. Plus toi, tu te connectes à ton potentiel, plus tu vas grandir, plus, de fait, et c'est assez simple, je vais grandir également. Et donc, c'est vrai d'un sol aussi. Quand on dit un sol doit être régénératif, on se met au service de la finalité d'un sol. Un sol n'a pas comme finalité de porter des produits chimiques, des pesticides. Un sol a finalité de porter la vie sous forme de végétaux. Et donc, comment, finalement, on applique cette idée de potentiel à toutes les parties prenantes ? Quel est le potentiel d'un actionnaire ? Quel est le potentiel d'un collaborateur ? Quel est le potentiel d'une forêt ? Une forêt a plein d'autres potentiels que simplement faire du crédit carbone. Une forêt, c'est un merveilleux moyen de réunir les hommes, les communautés locales, et de faire de l'hybridation en créant plein de bénéfices écosystémiques et pas simplement planter du Douglas Kennedy pour faire du crédit carbone. Donc en fait, la définition philosophique du régénératif, on en reviendra au leadership, c'est une action indirecte. C'est pas je fais le bien directement parce que je considère que c'est le bien, mais je mets en place les conditions pour que chacun exprime son potentiel. Pas facile. Humilité, écoute, être attentif à la singularité, éviter la norme,
Donc c'est une vraie révolution et qui repositionne, j'espère que tu me suis, l'entreprise dans le territoire. Parce que si on veut être attentif à l'écosystème, aux parties prenantes, à la singularité de chacun, eh bien il faut une connexion quasiment géographique, physique. Et donc ça repositionne l'impact de l'entreprise à l'échelle du territoire. Et donc ça reterritorialise d'une certaine façon nos activités. Alors du coup, je te suis, et la question d'après qui est assez logique, parce que toi, tu diriges cette société, et maintenant il y a 200 personnes, ce que tu disais. Comment alors ça reste une taille raisonnable, on va dire, en tout cas à la taille d'AXA, ça reste une petite structure, mais c'est quand même assez énorme. Comment tu le mets en place au quotidien? C'est-à-dire que concrètement, c'est quoi l'organisation? Je sais que c'est pas pyramidal, donc j'aimerais bien comprendre comment ça fonctionne. Oui, alors si tu fais l'exercice de m'écouter, enlève ta paire de lunettes cartésiennes et réductionnistes, parce que sinon tu vas trouver beaucoup d'accidents possibles et de risques possibles à ce que je vais te décrire. Tout va bien. Fais confiance, ça se passe bien. Je suis très confiant. On l'a fait depuis 4 ans. Je t'ai raconté l'histoire d'AXA Climate à travers une histoire sympathique de début, Henri Decastre, Révolution de l'assurance. La réalité, c'est que moi, ce qui me bouge, c'est pas fondamentalement de renouveler l'assurance. Je parle vraiment de mes tripes. C'est, en tout cas, moi, ce qui me touche et ce qui m'a amené à lancer AXA Climate, c'est de trouver des nouvelles manières de fonctionner et de s'organiser ensemble pour, d'une certaine façon, réduire la souffrance au travail. D'accord. Je l'ai même écrite comme ça, cette raison d'être individuelle il y a quelques temps. Et donc, fondamentalement, AXA Climate, pour moi, c'est comment on fonctionne différemment pour permettre à chacun, justement, d'exprimer son potentiel et de ne pas se laisser écraser, aliéner par les grandes organisations machines qu'on connaît. Et donc, en fait, le régénératif, nous, on l'a abordé chez AXA Climate par la culture et par l'humain. D'accord. Et donc, on est parti dès le début sur un modèle sans management, au sens où on a cassé la relation manager-manager, où le manager est responsable de te coacher, te faire évoluer en compétences, faire ta performance annuelle, te rémunérer, décider de ta rémunération. Et on s'est dit, en fait, c'est pas juste de rendre prisonnier un individu d'un manager, souvent d'ailleurs qu'il est un peu toxique et puis ça oblige les collaborateurs à quitter. Et donc comment on applique des principes du vivant et on devient un écosystème. Donc je dis souvent AXA Climate est un animal et un écosystème dans le sens où on a posé comme absolu la liberté de chacun. Ça c'est vraiment le postulat de départ. Chacun, chez AXA Climate, doit en fonction de ses compétences pouvoir décider de lui-même de ce qu'il fait. Et on a mis ensuite, parce que sinon c'est le chaos, c'est pas non plus, c'est pas mai 68, AXA Climate, on a quand même une activité à faire tourner, et on a mis en place ce qu'on appelle des rituels qui nous permettent d'avoir des règles de décision communes et d'éviter le chaos. Et donc on a ritualisé 8 grandes décisions collectives, le recrutement, la rémunération. Et alors quelques exemples très concrets. Par exemple, chez AXA Climate, il n'y a pas de performance individuelle, il n'y a qu'une performance collective pour ton bonus de fin d'année. D'accord. Tous dans le même bateau, écosystème. Voilà, l'arbre ne vit pas sans le champignon, il n'y a pas de raison que le champignon ait un objectif différent, le corps humain évidemment. La rémunération, ta rémunération, imagine que tu as la chance de bosser chez AXA Climate, qui est ton désir secret. Totalement. Ton augmentation de rémunération en fin d'année ne reflète que ton acquisition de compétences. Donc la seule question qu'on te pose en fin d'année, c'est qu'est-ce que tu as appris d'autre que ce que tu connais déjà pour grandir et donc pour faire grandir AXA Climate, l'écosystème, pour éviter le bullshit de la performance individuelle où on fait semblant, avec le biais des 2 derniers mois de l'année, de savoir exactement ce que tu as fait. Donc, quelques principes forts. On a, par exemple, explicité ce qui va faire le pouvoir de chacun de décider. Souvent, dans les grandes entreprises, on dit « empower people ». Pourquoi ça ne marche pas ? Parce que en fait, la plupart des décisions restent dans le cerveau des patrons. Les patrons, ils sont pas mal intentionnés. Simplement, ça reste à leur discrétion, parce qu'ils n'ont pas explicité leur façon de décider. À partir du moment où il n'y a pas de règles de jeu claires, il n'y a pas de liberté possible, en fait, pour les uns les autres, parce qu'il n'y a pas de prévisibilité. Donc on a dit quoi ? On a écrit les règles. Par exemple, un recrutement chez AXA Climate, c'est 4 entretiens sur 4 compétences différentes et une décision collégiale, et chacun a le droit de dire un no-go. Donc, quelle que soit la seniorité, quelqu'un dit « je ne veux pas », je rate de 1 à 5, pour moi c'est no-go, il prend le pas sur le reste. L'augmentation de rémunération en fin d'année, pareil. On l'a fait dépendre d'un rating collectif. Chez AXA Climate, on a mis en place ce qu'on appelle des feedbacks, parce qu'il faut quand même pouvoir grandir, où toutes les demi-heures, enfin toutes les semaines, une demi-heure obligatoire, on a par hasard 2 autres personnes à rencontrer, avec qui faire un feedback de valorisation, un feedback de développement. Pourquoi c'est fort ? Imagine, tu es junior chez AXA Climate, tu tombes par hasard sur moi. C'est le rituel qui donne la force. On t'a pas obligé, toi, junior, à avoir le courage de venir m'expliquer que tu es ou pas d'accord avec moi, le CEO. C'est le rituel qui t'a amené à te retrouver en face de moi. Et donc, le rituel, finalement, te donne une certaine force de décider
d'exprimer ta voix et de faire œuvre de liberté. Et donc, je ne sais pas si je réponds de manière aussi exhaustive à ta question, mais il faut imaginer AXA Climate comme un écosystème, une liberté individuelle absolue et des règles de régulation sous forme de rituels. Et surtout, et ça je terminerai dessus, même si tu auras peut-être d'autres questions, pour le CEO, un exercice pas facile de dire sur quoi je décide et sur quoi je décide pas. Et donc j'ai explicité 5 décisions que je prends, ça prend 20% de mon temps d'ailleurs, ça me permet de faire du golf et du sport dans les 80% de temps restants. Et j'ai dit aux équipes, si vous avez des problèmes à traiter, qui ne concernent pas ces scopes de décision, qui sont le régalien, l'argent, la relation à l'actionnaire et l'expansion géographique, vous pouvez vous réunir en squad et vous avez le mandat, quoi que vous décidiez, que le collectif vous suive. C'est très exigeant. Par exemple, on se disait, qu'est-ce qu'on va adopter comme règle autour du carbone chez AXA Climate ? Comment on régule les avions, les déplacements ? Et donc, des équipes se sont réunies. Et c'est très exigeant parce qu'il faut réunir les gens, pas uniquement qui sont hyper activistes et qui ont envie de normaliser, mais des gens qui vont être impactés. Et de cette squad émergent des décisions qui doivent être suivies par le groupe. Et donc, c'est une responsabilité de chacun de faire partie de ces squads s'ils se sont impactés et s'il a son mot à dire. C'est hyper intéressant, ça me fait beaucoup penser à Alan, Jean-Charles, que j'ai reçu aussi, et qui a une culture aussi comme ça de liberté et d'autonomie, en fait, d'autonomie super forte. Mais la question que je me pose du coup, c'est s'il n'y a pas de hiérarchie pyramidale, j'entends, au jour le jour, comment ça fonctionne ? C'est vraiment ce système de décision collégiale, en fait. Mais il faut imaginer à quel point on est grossier dans notre façon de fonctionner dans les entreprises. On est grossier dans le sens où on est très simple, c'est le commandement. J'ai l'étiquette, donc je reviens à des choses simples, je suis hiérarchiquement au-dessus de la pyramide, l'organigramme c'est le command and control, et donc c'est une façon de réduire tous les problèmes en disant c'est toi qui décides. Le problème c'est que ça crée énormément de friction, de bureaucratie, de lenteur, de souffrance, et donc en fait on reprend un esprit créatif dans ce type de culture et on invente des régulations. Donc je réponds plus à la question du comment on décide, c'est trop grossier. Comment on décide de quoi ? Si tu me dis comment on décide de ce qu'on va livrer comme projet concret, je te réponds rituel performance. Tous les 4 mois, il y a des petits domaines qui se forment avec une explicitation de mission, 3 key results extrêmement clairs à l'issue des 4 mois, 3 connexions avec d'autres domaines. On en a 50 maintenant, petits domaines chez AXA Climate. Et donc, toi, en tant qu'un team member, tu vas contribuer et choisir à quel domaine tu contribues. À partir du moment où tu démarres un quarter et cette période de 4 mois, tu n'as plus tellement de questions à te poser, dans le sens où tu contribues à ces key results, à ces objectifs de ton domaine. Et la personne qui décide, c'est le domaine leader. C'est celui qui va porter cette mission. Donc, en fait, faut passer de comment on décide à la précision de l'exemple concret. Et là où il faut se faire confiance, c'est qu'on peut être très créatif. Et à chaque cas, on peut inventer des régulations qui ont du sens. Et puis, elles n'ont pas tous du sens. Et puis, il y en a qui disparaissent. Et puis, c'est comme ça. Et puis, c'est la vie, quoi. Et alors, ça marche pour vous parce que vous êtes né comme ça. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui nous écoute, qui nous regarde, et qui se dit, putain, ça a l'air génial ce qu'il fait, mais parce qu'en fait, la culture de notre entreprise, elle est totalement pyramidale, à l'ancienne, etc. Comment je peux faire pour changer ça ? Alors moi, j'ai un petit conseil pratique. C'est déjà d'expliciter ce sur quoi tu décides. Donc, tu bosses dans une grosse boîte, pas cette culture. On va dire que tu es un manager assez classique. Fais déjà l'exercice de réfléchir et d'expliciter ce sur quoi tu décides. Ça va t'obliger à travailler, parce que tu n'y as pas réfléchi très souvent. Ça va t'obliger à renoncer. Et puis surtout, tu vas l'expliciter à tes équipes et ça va les libérer. Donc, pour moi, c'est vraiment le premier pas concret pour dépasser l'empowerment, souvent qui est le vœu pieux, c'est de préciser, de donner une clarté à toi, ton scope de décision. Et à partir du moment où tu poses ton scope de décision, tu laisses aux autres, aux alentours, la capacité petit à petit de se libérer. Et fondamentalement, prépare-toi à être très patient, à te prendre des claques. Parce que quand tu donnes plus de liberté dans certains modèles, en fait, tu te prends un feedback négatif des équipes. C'est le bordel, c'est pas forcément ce que les équipes souhaitent, etc. Et puis la confiance met du temps à s'installer. Donc c'est un voyage de minimum 3 à 5 ans, un changement culturel. Et c'est pas facile à faire en transition. J'ai eu la chance en effet de démarrer. Tu aurais pu me poser une autre question que tu m'aurais peut-être posée là maintenant, qui est de dire, est-ce que tu penses que ça va tenir quand tu vas continuer à grandir ? J'avais une autre question, mais... Évidemment, aucun doute. Ce qui me rend vraiment confiant pour AXA Climate, c'est sa culture. C'est qu'on a justement une culture qui permet de grandir de manière quasiment infinie, 1000, 2000, 200 000, sans aucun problème, puisqu'on a développé un muscle organique. C'est ça qui est très fort, on va être hyper résilient. Quand je pars en Asie, j'ai pas besoin de recruter un mini Antoine Denoy
en lui disant, toi, t'es MD et tu vas faire le porte-parole de ce qu'on décide à Paris. Il y a un truc qui va émerger en Asie qui sera propre à l'Asie et qui prendra les rituels de Paris qui leur sont nécessaires. Et donc, en fait, c'est au contraire une magnifique caution de succès, cette culture, pour nous permettre de continuer à grandir. Donc, aucun doute sur le fait qu'on puisse le faire à x10 ou x100 en termes de nombre de collaborateurs. Et alors, j'avais 2 questions, mais je vais commencer par la première. Sur les typologies de recrutement, les typologies de personnes que tu recrutes, est-ce que c'est des personnes qui sont dans ces valeurs-là ? Ou est-ce que c'est des personnes qui, du coup, adoptent la culture ? Et est-ce que, dans ton expérience maintenant, parce que ça fait 4 ans, il y a des gens qui sont en complet rejet et qui, du coup, s'en vont, en fait, simplement ? Il n'y a pas eu de gros rejet, il y a eu quelques départs, parce qu'on fait les choses très très bien et on y met beaucoup de sens. Et en fait, quand tu creuses fondamentalement le driver derrière, les gens ont envie de pouvoir être libres, les gens ont envie, à partir du moment où il n'y a pas de mauvaise surprise, de faire œuvre de liberté. Et donc c'est un modèle qui, pour moi, a une certaine universalité. Après, il y a des modèles, il y a des gens qui ont envie de ça à certaines périodes, et puis on a eu en effet quelques départs. On est très sélectif dans le test de personnalité. Et il y a un élément qui est clé, c'est la capacité à apprendre. Alors là, si je peux transmettre un conseil de vieux sage que je ne suis pas à mon âge, c'est fondamentalement le meilleur proxy de la réussite et de l'absence de l'ego, c'est la capacité d'une personne à dire « j'aime apprendre ». À partir du moment où tu aimes apprendre, tu te mets en posture basse, tu vas t'adapter, tu vas écouter, tu vas faire preuve d'humilité, tu ne vas pas mettre de l'ego partout dans la boîte, et donc tu vas être en capacité à être heureux chez nous. Voilà. Donc s'il y a un critère et un élément clé, en tout cas du recrutement, c'est bien cette capacité à apprendre. Et alors, la question qui suit, vous avez fait une croissance assez rapide, si je ne me trompe pas, j'ai regardé une vidéo de toi il y a 1 an, vous étiez 100. Ouais. Donc ça veut dire 100 recrutements en une année, le double. Je rajoute toujours 20% pour la galerie. Voilà, c'est ça. Si la vidéo est sortie dans 2 semaines. On a grandi vite. Mais c'est quand même une croissance hyper forte, c'est-à-dire plus 100% d'effectifs. Comment tu maintiens cette culture dans une croissance très forte ? C'est une super bonne question. Par plein de moyens. Ce qui est très dur, c'est de garder la connexion, la proximité. Et fondamentalement, ça passe par avoir de plus en plus d'ambassadeurs de cette culture chez AXA Climate. Par ambassadeur, c'est-à-dire conscientisés, c'est-à-dire des personnes qui vont être sources de cette culture. On a la chance qu'on a quelques équipes en Inde, et eux, le régénératif, fondamentalement, c'est ancré dans leur culture. Dans le régénératif, la pensée systémique est fondamentalement beaucoup plus indienne qu'elle n'est française, ça c'est sûr. Et donc, avoir beaucoup de personnes sources pour venir porter finalement, et d'une manière régénérative, si la boîte AXA Climate continue à dépendre d'1 ou 2 personnes, elle n'est pas régénérative, puisqu'il n'y a pas d'action indirecte qui peut se faire. Donc il faut que petit à petit, il y ait une multiplication comme ça des sources, des personnes sources, pour que ça continue à être résilient, divers, et que ça continue à croître. Donc c'est beaucoup de dialogue, beaucoup de formation, beaucoup d'explicitation de ce qu'on cherche à mettre en place, de manière à pouvoir la rendre résiliente et pas dépendante d'1 ou 2 personnes. D'accord. Ouais. Toi, ça t'est venu d'où cette structure ? C'est quelque chose que tu as inventé ou Alors non, alors c'est très dur de répliquer. Moi j'ai rencontré, quand j'étais chez AXA France, j'ai rencontré les grands prêtres, Frédéric Laloux, Isaac Gretsch, je crois, sur l'entreprise libérée. Hyper dur de répliquer. D'ailleurs, je conseillerais à personne de prendre ce que j'ai dit pour argent comptant et de le répliquer dans l'entreprise, parce qu'il y a une singularité de l'entreprise à respecter. Moi, ma singularité, c'est que je vais très vite, je suis un peu tourbillonnant. Et donc, d'une certaine façon, par rapport à l'enjeu d'adaptation climatique, il fallait une entreprise qui soit tourbillonnante, rapide et très adaptable. Donc, il y a une synchronicité. Le modèle théorique, je ne l'avais pas. Les convictions sur le fait de réduire la souffrance, je l'avais. Et j'ai 1 ou 2 personnes. Nous avons une personne qui s'appelle Véronique chez AXA Climate qui a pour le coup porté tout le volet conception et vision de cette culture. Et donc, on a vraiment travaillé à 2 à la mettre en place et on continue à travailler à 2 à la mettre en place. Elle vient d'où cette conviction de réduire la souffrance au travail ? Toi, tu viens de la data, si je ne me trompe pas trop. Tout à fait. Ouais. C'est quoi le lien avec la réduction de la souffrance au travail ? Alors moi, je suis un petit gars de la data, du digital, comme tu le sais, mais j'ai toujours été technophobe. J'ai beaucoup écrit contre les écrans. Tu as écrit un bouquin sur le sujet, quoi. Ouais, mais il y avait Stupid Data dedans, dans le titre. Mais donc, en fait, j'ai jamais été attiré par ce monde-là, si ce n'est par la joie d'apprendre, on va dire. Mais ça me semblait creux en termes de finalité. Une appli mobile, ok. Mais pourquoi ? Donc en fait, culturellement, même si j'ai beaucoup travaillé dessus, j'étais pas complètement dedans. Non, parce qu'en fait, quand tu travailles dans une entreprise, au quotidien, tu te rends compte que les entreprises sont construites fondamentalement comme des machines, et donc fondamentalement pas construites pour mettre l'humain au cœur, tout simplement. Et donc c'est un peu déchirant en fait de voir qu'il y a plein de gens qui s'ennuient, il y a plein de gens qui rouspètent.
franchement, le travail, c'est quoi ? C'est 7, 8 heures, 6 heures par jour. Il y a le sentiment d'un gâchis dur à accepter. Et donc j'ai vécu avec ce sentiment souvent du gâchis. Et donc l'envie de changer quelque chose à ça il y a 4 ans. D'accord. Et c'est suffisamment fort pour que ça soit ta raison d'être ? Alors après, une raison d'être change. C'est ça qui est beau. Donc celle que j'écrirai aujourd'hui ne serait pas forcément la même. D'accord. Elle tournerait peut-être beaucoup plus autour de, plus que réduire la souffrance, l'approche régénérative qui vise à viser le positif. Donc je pense basculer aussi du côté positif de la force, qui correspond à l'évolution d'ailleurs d'AXA Climate, avec cette raison d'être autour du régénératif qu'on a adopté il y a quelques semaines. Mais oui, je pense que ça évolue. C'est le parcours d'une vie, quoi. Clairement. Tu as parlé d'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé chez AXA ? C'est pas, pour connaître pas mal de grands groupes et de gens qui veulent faire de l'entrepreneuriat, finalement, c'est pas si simple. C'est-à-dire que soit les grands groupes n'acceptent pas ou ils ne comprennent pas l'idée, ou alors c'est complètement fliqué, donc du coup ça tue le bébé dans l'œuf. C'est rare qu'un projet entrepreneurial arrive vraiment à s'étendre, et voir potentiellement ce que je disais. Et je le prends sur moi, je te le mets pas sur le dos, mais c'est gentil. Potentiellement, ça pourrait réinventer AXA, en fait. Donc du coup, c'est pas si évident de laisser un projet comme ça vivre, quelque part. Alors, pareil. Pardon, il y a plein de questions. Très peu de choses à copier-coller, mais une aventure très singulière. Je suis d'accord, c'est très compliqué l'innovation dans les grands groupes. Plein de fois, je me suis dit que ça ne marcherait pas. Et puis, j'avais même envie de partir. Je traversais un peu mon hiver chez AXA et je me disais, il faudrait que je réentreprenne ailleurs. Et en fait, une synchronicité, un déjeuner, je suis tombé amoureux de ce fameux produit qu'on appelle l'assurance paramétrique satellitaire, où je me suis dit, là, il y a quelque chose de différent. Et je suis parti de ça et je me suis dit, là, allez, je suis ma bonne étoile. J'essaie de convaincre AXA de faire quelque chose avec ça. Et j'y suis arrivé, alors pour plein de raisons, parce que les gens m'aimaient bien, parce que j'avais fait mes preuves chez AXA France, je ne sais pas. En tout cas, j'ai été écouté, respecté, et puis le projet a été entendu. Ce dont je suis assez fier, c'est que j'ai mis beaucoup de temps, à l'époque, il y a 4 ans, à expliciter le projet. C'est-à-dire que j'ai écrit des choses, je ne suis pas sûr que tout le monde l'ait lu chez AXA, même je suis sûr que non, mais 4-5 pages de vision sur vraiment ce qu'on voulait faire, en étant très explicite sur les conditions de jeu, l'autonomie. C'est-à-dire sur la RH, j'ai dit tout de suite, c'est un projet culturel, autonomie RH. Sur la partie financière, sur la partie locaux. Et donc cette explicitation des conditions de jeu, en fait, il faut du courage pour le faire tout au début, et en même temps, il ne faut le faire qu'au début. Parce qu'une fois que tu as démarré, c'est compliqué à négocier. Et AXA a suivi dès le début avec un setup très clair, très pur. Et comme j'ai commencé à montrer que ça marchait, et que donner des gages, en fait, cette confiance s'est accrue. Mais l'aventure est devenue belle et robuste et solide parce qu'il y avait fondamentalement au début cette fondation solide qui était l'autonomie, le setup négocié il y a 4 ans, qui n'a pas été remise en cause parce que l'activité se passe bien. Le pire, c'est les aventures mal embarquées avec des ambiguïtés. Et ça, on en a beaucoup dans les grands groupes. J'ai envie de faire de l'entrepreneuriat, j'ai cette idée, alors vas-y, à la petite semelle, quoi. On se donne rendez-vous dans 6 mois. Ça, c'est très dur. Et ça, souvent, ça foire. Donc, et puis ce qui a rendu fort aussi, c'est la mission et la raison d'être. Mais alors, à partir du moment où tu as des convictions, ça te rend un peu plus fort que tu le fasses chez AXA ou ailleurs. Dans ton projet original, parce que toi, de ce que j'ai compris et ce que tu as dit, mais je suis sans doute à côté de la plaque. Non, donc, tu vas me prendre sur un paradoxe, je te sens venir. Vas-y, je t'écoute. Non, tu as commencé en étant sur cette assurance satellitaire. Ouais. Pour arriver sur AXA Climate qui fait de la formation, du conseil, etc. Donc j'ai l'impression, moi, de l'extérieur comme ça, je me dis, en fait, ça n'a rien à voir. Donc le projet à l'origine, c'était l'assurance satellitaire pour rembourser plus vite, on pourrait parler de blockchain, etc. Mais c'est pas l'endroit ici. Jusqu'à AXA Climate, est-ce que dans ton projet de départ, tu avais AXA Climate ou c'était vraiment uniquement Le projet de départ, c'était AXA Climate en termes de nom. Par contre, là où tu as raison, c'est que j'avais aucune idée il y a 4 ans de cette idée de faire de la formation ou du conseil. D'accord. En fait, la vision, elle était vraiment orientée sur l'adaptation climatique. C'est-à-dire que ce que j'ai posé de manière explicite, c'est que l'enjeu, c'est pas de l'assurance, c'est de l'adaptation climatique. Et donc, parce que c'est un enjeu qui est plus vaste, il y a une latitude nécessaire pour innover et il y a plein de choses à imaginer. Et donc, dans les 4 pages que j'avais écrites, je suis pas sûr qu'il y ait en effet de la formation, il y avait un peu de conseil, puis il y avait aussi plein de choses qui sont pas arrivées. Je vais faire une plateforme, une fenêtre sur le monde satellitaire pour permettre à plein de gens de protéger la nature. Ça existe pour plein de raisons différentes, mais pour plein de bonnes raisons, c'est pas nous qui l'avons fait. Donc, dans cette vision originale, il y a plein de choses qui sont pas là. Par contre, ce qui reste, c'est vraiment l'idée d'accroître son ambition, de viser une ambition beaucoup plus large que simplement déployer un produit d'assurance à plus grande échelle.
Et donc, du coup, ça s'est fait au fur et à mesure que tu as grandi. On est arrivé, on a rencontré des entreprises, voilà, et on leur a dit, nous, on a de l'assurance, ils nous ont dit, j'en ai pas besoin, dans la plupart des cas, et c'est pas mon enjeu d'adaptation numéro 1. Par contre, on a commencé à faire des quiz, en disant, c'est quoi la biodiversité, pourquoi l'eau monte ? Et en fait, on s'est rendu compte qu'ils ne savaient pas. On s'est rendu compte qu'une entreprise, pour développer du savoir extra-financier, c'était ou du Yankovici en présentiel, ou de l'universitaire un peu jargonneux, qui a du mal à faire le lien avec le business, et qui n'avait pas de proposition digitale. Et donc, en fait, on s'est dit, il faut y aller, quoi. On s'est nous-mêmes formés, hyper important. D'abord, le faire nous-mêmes. Donc, on a écrit d'abord des textes pour comprendre le climat nous-mêmes, pour les collaborateurs d'AXA Climate, pour moi-même, qui n'y connaissais pas grand-chose à l'époque. D'accord. Et après, on s'est dit, ce travail de simplification, de contenu qu'on a fait pour nous, mettons-le au service de l'extérieur. Et le régénératif, c'est le même mouvement. Comment on apprend du régénératif d'abord nous, et on l'a un peu dans les veines avec cette culture dont je t'ai décrite, comment on le met service de l'externe. Donc c'est toujours le même mouvement de balancier. Et vous vous êtes formé à la base avec quoi ? Avec des... je sais pas, il y a plein de modules de formation aujourd'hui qui existent, mais... il y a surtout nos modules, Grégory. Maintenant, bien sûr, mais à l'époque, quand ils n'existaient pas, on s'est formé à quoi ? On s'est formé, on avait des scientifiques. D'accord. Donc on avait des scientifiques du climat qui nous ont expliqué tout ça. Il n'y avait pas toute cette littérature qu'il y avait. Il y avait probablement des bouquins de Janco à l'époque, les mines, le podcast des mines, etc. Mais... Ça, et puis il y a la fresque du climat. Alors, la fresque du climat, c'est tout le démarrage. Ouais, et on a travaillé nos contenus avec des fresqueurs et des shifters. On est hyper proche de ces communautés. On n'est pas du tout en concurrent, on est encore hyper proche. Il y avait ça, il y avait... Enfin bon, il y a pas mal de trucs. La fresque, c'est génial. Ouais, on aimerait faire un effet fresque pour Butterfly sur le régénératif. D'accord. C'est vraiment ce qu'on va essayer de viser, ce côté très organique de personnes qui se font, on va dire, de manière très régénérative, les ambassadeurs de la bonne parole sur le sujet. Ça, c'est quelque chose qui nous... Il y a de plus en plus de fresques dans les entreprises, d'ailleurs. Enfin, moi, je vois... sur LinkedIn ou dans mes réseaux, je vois pas mal de gens qui disent « Ah, on a fait une fresque du climat, c'est super. » Donc, ça commence à venir, et c'est pour ça que je te disais... Alors, j'entends que tu ne sois pas d'accord, c'est pour ça que je te disais que j'avais l'impression que le combat de l'écologie, dans le sens discours, était gagné. Pas du tout la mise en action, parce que mais ça, je suis d'accord. Très, 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 très loin. Mais j'ai l'impression que les gens, ils ont compris, même si notre président nous a dit « Mais comment c'était prévisible, cette transition ?» Ah bah si, c'était un peu prévisible quand même. Probablement un peu malheureux, comme formulation. Une formulation malheureuse. Mais donc j'ai l'impression que ce combat-là, les gens, ils ont après compris. Mais maintenant, ils doivent passer à l'acte, et c'est là où vous arrivez finalement. C'est comment on passe à l'acte et comment on passe... Alors, on n'a pas parlé de triple comptabilité, mais... Oui, triple comptabilité, il faut que tu sois patient, Grégory, parce que ça va prendre 5-10 ans. C'est vraiment le nec plus ultra. Et la comptabilité va mettre beaucoup de temps à bouger. Par contre, ce que font les entreprises, c'est ce qu'ils appellent du valuing impact. C'est fondamentalement avoir des rapports RSE qui ne sont pas « voilà ce que je fais de bien dans telle partie du monde pour telle communauté », mais c'est « je prends mon PNL de grande entreprise et je la passe aux mailles de son impact ». Donc je tire le fil de l'ensemble de mes activités pour voir le bon et le mauvais. Et ça, on est au début de ça. Et ça va être passionnant. Parce que, et ça va préparer fondamentalement à la fois la réglementation européenne, sur tout ce qui est autour enfin, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais fondamentalement, il y a une lame de fond européenne qui arrive sur la réglementation qui va obliger toutes les entreprises de plus de 250 collaborateurs, donc moi je suis limite, à discloser, évidemment, parce que ça fait x2 chaque année, à discloser l'extra-financier. Et donc, il y a des entreprises qui vont devoir rendre compte de leur consommation d'eau. Pas uniquement de leur consommation d'eau, mais dans telle usine, je consomme telle eau. Et pas uniquement ça, c'est voilà le lien que j'ai aux réserves du bassin versant dans lequel est mon usine. Et révolution copernicienne d'expertise fondamentale. Donc en fait, les entreprises vont aller maintenant s'ouvrir à l'impact parce que l'Europe le demande. Et ça préparera la voie à cette triple comptabilité pour laquelle j'ai l'impression que tu as beaucoup d'affection. Ouais. Bah, moi, j'ai l'impression qu'on n'aura pas le choix, de toute façon. Ouais. Donc, voilà. Enfin, que les entreprises n'auront pas le choix. Moi, j'ai le choix, mais les entreprises, elles n'auront pas trop le choix. Et surtout, j'ai l'impression qu'on pourrait avoir cette triple comptabilité en shadow, quelque part. Ouais. C'est-à-dire avoir pour les actionnaires, pour les boîtes qui sont cotées, une comptabilité, entre guillemets, normale, enfin, à l'ancienne. Et puis, en shadow, avoir cette triple comptabilité, la préparer, parce que le jour où, effectivement, ça va être demandé, que tu sois prêt et que tu saches après où tu en es, quoi. Ouais, non, mais ça va venir et c'est très bien. C'est très bien que ça vienne. Ouais. Et ce qui est intéressant dans ton mouvement, et je suis assez d'accord avec ça, c'est de se dire, finalement, on a eu un mouvement des individus. Ça a fait bouger des entreprises, et aussi, de toute façon, les entreprises sont constituées d'un individu, a priori. Donc, il y a des individus, a priori. Ça se recoupe. Il y a des gens qui se disent, merde, qu'est-ce que je fais ? Et peut-être que c'était ton cas. Qu'est-ce que je fais dans un grand groupe comme AXA, et comment je peux faire bouger les choses ?
Et ça fait bouger l'État, ou en tout cas les institutions, pour légaliser derrière et faire bouger celles qui n'ont pas encore bougé, quoi. Quelque part, c'est un peu faire feu de tout bois, bien sûr. En fait, il faut que chacun a son rôle. C'est circulaire. C'est pour ça que même les activistes qui viennent nous secouer en nous parlant de nos engagements, ils ont leur rôle. Enfin, tout le monde a son rôle, en fait. Les scientifiques ont leur rôle, les politiques ont leur rôle. Il faut juste chacun qu'on bouge. On a chacun une singularité, donc pour revenir au régénératif, il faut qu'on l'exprime. Est-ce que tu dirais qu'avoir des scientifiques au comité de direction, c'est un must-have pour une entreprise aujourd'hui ? Alors, comité de direction, tu me violentes par rapport à ce que je t'ai décrit de la culture. Oui, bien sûr, mais comme la culture des entreprises, majoritairement, il y a des comités scientifiques, pas en comité de direction, parce qu'il y a l'exécution business qui est en jeu et des décisions business, donc le scientifique, il n'est pas dans l'opérationnel. Non, par contre, prendre les lumières d'une communauté scientifique régulièrement sur les enjeux, c'est fondamental. Les scientifiques vont devoir rentrer dans les entreprises. Il n'y en a pas assez. Il y aura un choc culturel. Mais oui, il n'y a pas assez de scientifiques dans les entreprises. Ça, c'est sûr. Où est-ce qu'il faut les faire rentrer pour bien les intégrer ? C'est encore inventé. Ouais. Et là, moi, ce que je vois aussi, pas au niveau des entreprises, mais au niveau des individus, c'est un retour de ce qu'on appelle des sciences molles. Le mot est moche, mais c'est-à-dire de la sociologie, de la philosophie, de l'anthropologie. Et il y a beaucoup de sociologues qui se positionnent sur la question du vivant, du climat, etc. Et beaucoup de gens qui sont aussi perdus, parce qu'en fait, la société, elle est complètement en mutation. Et c'est pas forcément facile pour tout le monde d'être très serein dans cette structure. Est-ce que tu penses que ça, le fait d'être nourri par des personnes des sciences molles, désolé, je déteste ce terme, mais je ne sais pas quel mot, parce qu'en fait, il faut toutes les regrouper. Est-ce que tu penses que c'est indispensable aussi ? Oui, encore une fois, tout est utile. Il y a beaucoup aussi de la biologie. Je ne sais pas si c'est une science molle, probablement pas. Non. Mais les biologistes sont fondamentaux pour expliquer le réel, pour expliquer le vivant, pour s'inspirer du vivant et du fonctionnement du vivant. Donc les biologistes sont aussi des scientifiques probablement pas assez écoutés, qui vont redevenir sur le devant de la scène, parce que notre enjeu est un enjeu d'adaptation pour l'espèce humaine. Et quand on prend un peu le recul de quelques milliards ou millions d'années à l'échelle de notre planète, la nature est une formidable machine à s'adapter. Donc il y a plein de choses à capter qui peuvent nous aider nous-mêmes, espèce humaine, à relever les défis. Les sciences molles, à fond. De toute façon, les humanités, il faut être hyper éclectique. Et même l'art, on parlait de changement de regard et de regarder différemment les choses et de quitter cette paire de lunettes réductionnistes. Il y a plein de très belles œuvres d'art qui permettent d'aiguiser le regard différemment. Donc ouais, il faut faire feu de tout bois. Et chez AXA, alors je parle plutôt de AXA France, comment ils envisagent cette transformation à leur niveau ? Au niveau de ils ont aussi besoin de se transformer. Bien sûr, il y a plein de choses. Il y a fondamentalement un assureur, il a l'actif et le passif au bilan. Donc il investit les primes encaissées. Donc ça, c'est tout ce qu'on fait en termes d'investissement. Comment on redirige l'investissement vers des secteurs de transition et qu'on aide les acteurs qui bougent. Et il y a AXA, notamment via Henri Decastre à l'époque et Thomas Buberl maintenant, a fait énormément de choses et fondamentalement mène la danse avec quelques autres assureurs sur le marché. Et puis il y a le passif qui est... quand je souscris, quel signal j'envoie par rapport à mon client assuré. Et là, il y a encore plein de choses qu'on peut faire. Quand on nous demande de souscrire des contrats d'habitation dans des zones inondables, quand il y a des entreprises qui nous demandent des contrats d'assurance et qui ne sont pas engagées dans la transition, là, il y a énormément de choses qu'on a commencé à faire qui permettent de jouer notre rôle de signal et de changer les comportements. En renouvelant notre métier, en faisant souvent, peut-être pas une vente de produits d'assurance, mais de la prévention et du conseil. Donc ouais, beaucoup de choses à mettre en place sur tous les secteurs et tous les segments aussi de clients, individuels, particuliers, petites entreprises et grandes entreprises. Et tu trouves que AXA, ils essayent de s'inspirer justement de ton modèle d'organisation ou pour l'instant c'est encore un peu trop tôt ? Ça se passe hyper bien avec AXA. Enfin, moi, quand je dis AXA, j'ai l'impression d'en être séparé alors que j'en suis partie intégrante. Mais non, en fait, ce qui est génial, c'est que maintenant, il y a plein de liens organiques avec le reste d'AXA. On bosse avec plein d'entités. Il y a plein de gens qui viennent nous voir. On est inspiré aussi par plein d'autres personnes chez AXA. Donc, je te décris peut-être ce qui peut paraître un conte de fées, mais il y a une vraie relation maintenant hyper saine. Qui a toujours été, mais maintenant très riche entre AXA Climate et le reste d'AXA. Donc c'est chouette. Et tu parlais tout à l'heure de renoncement. C'est un mot que j'aime bien, parce que je crois qu'on va devoir renoncer à un certain nombre de choses. Pas nécessairement de manière négative. Moi, j'ai l'impression que ce renoncement, il est vécu comme si on t'arrachait une jambe, mais en fait, moi, j'ai l'impression qu'on t'enlève de boulets au pied, donc c'est pas forcément très négatif, finalement. Est-ce que tu penses que ce renoncement dans les entreprises, il est bien compris et comment t'en parles, toi, aux dirigeants ? Pas encore assez de recul.
C'est même remarque que sur la décroissance. Pas assez de recul pour pouvoir répondre à ta question. Je pense que c'est le plus difficile. Le renoncement, tu dirais ça? Ouais, à la maille d'une entreprise, c'est compliqué. Il y a des entreprises qui mettent le renoncement, pas au centre, mais en tout cas, qui le traitent en codir, quoi. C'est-à-dire que maintenant, ça devient un sujet, ils se disent, mais à quoi on est prêt à renoncer pour pas détruire l'écosystème? Bien sûr. J'ai vu chez Bouygues, par exemple. Bien sûr, avec Fabrice Bonifay. Probablement Fabrice. Oui, non, le renoncement est lié fondamentalement à l'idée de décroissance, donc de changement de modèle économique. Donc on en revient au début. Oui, c'est là où on doit aller, mais par rapport à ta question en termes de maturité, les entreprises qui ont vraiment renoncé et fait des choix forts de renoncement à des marges ou des chiffres d'affaires sur le marché, il n'y en a quand même pas beaucoup. Et les plus grandes, ça se compte sur le doigt de la main. Parfait. Et je ne te donnerai pas de nom. Non, je t'en demande pas. Merci beaucoup, Antoine. Merci, c'était un plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté Ping, d'avoir peut-être regardé Ping. Si vous avez aimé l'épisode, mettez des étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas à commenter. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.